on confond souvent, je trouve, moi, dans les organisations. En tout cas, on met l'indicateur de performance, la mesure, avant l'action. Le thermomètre, il indique la température. C'est pas en disant je veux monter la température qu'on va monter la température. Pour monter la température, il faut allumer le chauffage. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on se concentre plus sur le thermomètre ou est-ce qu'on se concentre plus sur faire fonctionner le chauffage? Et donc ça, c'est vraiment important de se dire, il faut d'abord travailler sur le chauffage avant de travailler sur le thermomètre. Et il se trouve que dans les grandes organisations, etc., on passe notre vie à discuter des thermomètres, etc. Et donc, très vite, l'attention, elle peut se porter plus sur le thermomètre que sur le chauffage. Donc ça, c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire quand on dit on veut améliorer le NPS, c'est pas en disant je veux améliorer le NPS, une espèce de mantra, je veux améliorer le NPS, qu'on l'améliore. Qu'on l'améliore, c'est en se posant la question de pourquoi il est pas bon, où est-ce qu'il pourrait progresser, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions, que ce soit des décisions d'organisation, des décisions de process, de politique de service, développer de nouveaux services, arrêter des choses où le NPS est peut-être pas bon, justement pour l'améliorer. Donc, il faut regarder l'action, les décisions, et ensuite mesurer l'impact. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Régis Koenig de Fnac Darty. On a une discussion hyper riche sur plein de sujets de management, mais notamment on va parler de délégation et comment on fait confiance aux équipes. On va parler de comment je gère mon temps, comment j'axe mon énergie sur ce qui est le plus important pour moi. Et puis on finira la discussion sur la stratégie d'entreprise et comment on la fait pivoter à partir de ce qui marche. Salut Régis. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien. Cool. On va commencer peut-être par te présenter un peu. Tout le monde ne te connaît pas en France. Donc, qui es-tu, Régis? Moi, j'ai 45 ans. En ce moment, je travaille chez Fnac Darty. J'y suis depuis un petit moment. Voilà, je suis père de 2 enfants qui ont 9 et 13 ans. Et j'ai eu une carrière un peu multifonction, puisque j'ai occupé différentes positions, chef de projet, j'étais DSI, j'étais directeur opérationnel des services. DSI, c'est système d'info. Système d'information. Voilà, j'étais patron de l'informatique, j'étais patron des opérationnels. Et en ce moment, je m'occupe de l'offre de services, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez trouver dans les magasins Fnac et Darty, qui ne sont pas des produits. Voilà, en gros, donc c'est la livraison, le crédit, l'installation, les garanties, etc. Voilà, exactement. Nous, on s'est connus avant que Fnac et Darty se fusionnent. Toi, tu étais chez Darty. Oui. Et tu t'occupais déjà des services, à l'époque, en tout cas pour l'Île-de-France. Donc on s'est connus dans ce cadre-là. T'étais déjà plus DSI et déjà dans des équipes. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est, mais les services Darty, c'est des très grosses équipes. Aujourd'hui, Fnac Darty, c'est côté service, il y a à peu près quasiment 5000 personnes. Pour la France entière, 5000. Pour la France entière, 5000, entre le SAV, la livraison, la logistique. Donc c'est une grosse partie, parce que c'est ça qui fait tourner la machine. On a l'impression que ça marche tout seul, on commande sur Internet, ou on demande à un technicien qui vient à domicile. Il y a toute une organisation qui se met en place derrière. Que ce soit Fnac ou Darty, ils ont développé des vraies capacités autour de ça. Et du coup, faut organiser tout ça et être très bon, parce que c'est ça qui va faire la différence en termes d'expérience client et en termes de niveau de service. Donc oui, il y a du monde, il y a plein de métiers différents, il y a plein d'aspirations, il y a pas mal d'anciennetés différentes aussi. On a des jeunes, on a des gens qui font ces métiers-là depuis des dizaines, voire des cas, on fait des médailles du travail de 40 ans. Donc c'est vraiment, et c'est passionnant, parce que ce mélange de culture, de génération et de métiers différents, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans les gros groupes comme le nôtre. Ouais, moi j'avais été assez impressionné quand on avait commencé à bosser ensemble. Je sais plus, je crois qu'on disait qu'à l'époque, Darty était l'entreprise qui allait le plus chez les Français après la Poste, qui rentrait chez les gens, et effectivement on se rend pas compte de la logistique qu'il y a derrière. Et si je parle de ça, c'est qu'évidemment, on va parler de management tous les deux, vu que dans cette chaîne, on parle surtout de management. Et effectivement, je t'ai connu, alors tu manageais pas en direct 1000 personnes, mais il y avait environ 1000 personnes dans cette équipe-là. Il y avait à peu près, si je me souviens bien, il y avait à peu près 1300 personnes. 1300 personnes. Donc, étaient des livreurs, des techniciens, essentiellement, des gens qui s'occupaient de venir chez vous pour aller réparer votre machine à laver. Alors, justement, tu as un parcours qui est un peu qui va un peu changer et maintenant, tu fais beaucoup de management et enfin, tu en as beaucoup fait chez Darty et tu continues à en faire beaucoup. C'est quelque chose, tu as toujours aimé le management ou c'est quelque chose que tu as découvert un peu sur le tard? Comment tu es venu à faire beaucoup de ça? Alors, en vrai, je ne sais pas répondre à cette question parce que les choses sont faites un peu de proche en proche. Moi, ce que j'aime faire, c'est essayer de comprendre comment je suis ingénieur, quoi. Donc l'ingénieur, les tuyaux, les trucs, comment fonctionnent les systèmes.
Et en fait, je considère que les entreprises, ou même plus largement un pays, un modèle économique, finalement, c'est une machine. Et une machine, pour la faire fonctionner, il faut l'organiser. Il y a des gens qui doivent faire des choses, il y a des moteurs, des tuyaux, etc. Et le management, c'est un petit peu ça. C'est la question, c'est comment est-ce que on organise les choses, comment est-ce qu'on donne envie aux gens de faire les bonnes choses pour que la machine, elle aille, ou qu'elle fasse ce qu'on a envie qu'elle fasse. Voilà. Et finalement, c'est plutôt ça, moi, qui m'a toujours intéressé. Et il se trouve que quand on s'occupe d'organisation, le moteur de la machine, ou en tout cas la manière dont fonctionne cette machine, c'est le management qui est. Bien sûr. Et le management, ça consiste à dire aux gens quel est leur métier, qu'est-ce qu'ils doivent faire, leur donner des visions, donner des objectifs, organiser les choses entre eux, engager les gens, parce que si utiliser quelque part l'intelligence des gens, parce qu'en fait, en réalité, une organisation, c'est pas une machine. C'est-à-dire que justement, là, on a une chance incroyable, c'est qu'on a des vrais gens qui ont des vrais cerveaux, qui sont 1 milliard de fois plus puissants que n'importe quelle intelligence artificielle. Donc, utilisons cette capacité-là. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez passionnant. Oui, c'est ça d'ailleurs, et du coup c'est intéressant que tu le dises comme ça, parce que moi j'ai toujours trouvé depuis qu'on se connaît que tu es extrêmement passionné par ce sujet-là. C'est-à-dire que on fait pas du management pour du management, mais j'ai toujours trouvé que on avait l'impression que c'était vraiment le sujet te passionnait, de savoir comment t'allais faire pour que tes équipes soient au meilleur d'elles-mêmes, quoi. Et je voulais savoir comment c'était venu, mais du coup c'est le jeu un peu du sujet qui t'a amusé, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact, pour changer les choses. Tu dois comprendre comment que ça marche, et puis après, comment changer les choses. Tu peux pas changer une organisation, je sais pas, 2000 personnes, ou 500 personnes, ou les modèles de consommation, peu importe à la limite quel est ton objectif et qu'est-ce que tu essayes de faire, mais tu peux pas le faire tout seul. Et donc il faut que tu engages les gens, il faut que tu construises la machine, et c'est vraiment ça, c'est quel est le problème à résoudre, et c'est vraiment une démarche de bien comprendre quelles sont les forces en présence, quels sont les atouts qu'on a dans les équipes, dans ce qu'elles savent faire, ce qu'elles savent moins faire, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en mouvement et résoudre finalement le problème qu'on a à résoudre. Et alors du coup justement, on va approfondir un petit peu ça. Moi, dans ce que tu essaies de faire, moi je trouve qu'il y a le grand mot, tu sais, du management, c'est il faut déléguer, et c'est évidemment quelque chose qui est très difficile à faire. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu arrives à faire assez bien, notamment tu arrives, une fois que tu as délégué, à ne pas micromanager. Pour moi ça fait partie de tes caractéristiques de manager, d'être vraiment dans la confiance que tu donnes, tu arrives vraiment à la respecter. Comment est-ce que tu fais pour te rassurer ou pour que ça marche aussi bien que ce que moi j'ai l'impression, ta délégation? Question facile. Je donne peut-être l'impression d'être rassuré. La réalité, c'est que je le suis pas. Mais il faut vivre avec ça. C'est-à-dire que la première clé de ça, c'est un peu de faire confiance à la machine. C'est-à-dire que et accepter que ça sera pas exactement ce qu'on avait en tête. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai mis du temps aussi à. Parfois, j'ai encore des retours de ça, quand on confie une mission à quelqu'un, en fait, on la confie à cette personne-là, et donc forcément, si on a choisi cette personne pour donner cette mission, on pense qu'elle est capable de la faire. Et si on veut qu'elle réussisse et que cette mission arrive à son terme, il faut que la personne à qui on l'a confiée se l'approprie et la fasse à sa façon à lui. Ou à elle, parce que on fait pas des doubles. Et justement, on n'a pas des machines, on a des vrais gens. Et c'est ça que, dans ce côté intelligence, je trouve ça intéressant, c'est que les gens doivent s'approprier les choses et aussi utiliser leurs forces et leurs faiblesses pour aller vers l'objectif qu'on leur a donné ou accomplir la mission, leur rôle dans cette grande machine qui est l'organisation qu'on essaye de mettre en place. Donc il y a plein de choses à faire pour ça. Il faut donner des objectifs, il faut que les gens ils sachent dans quelle direction ils doivent avancer, d'accord. Il faut qu'ils sachent aussi quelle latitude ils peuvent avoir dans leur travail, dans leurs tâches, etc. Et il faut leur donner moi je pense qu'il faut donner aux gens une assez grande latitude, parce que s'ils travaillent 100% de leur temps sur un sujet, sur une mission, sur un truc, ils savent probablement mieux que moi ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Et c'est sûr, par contre, que le résultat n'est pas exactement ce que moi j'avais en tête dans ces cas-là, où si c'était moi qui étais à leur place, je l'aurais probablement fait différemment, parfois mieux, parfois moins bien, peu importe, mais en tout cas différemment, ça c'est sûr. C'est le fait d'être deux personnes différentes, il faut accepter ça. Moi aussi, il me semble qu'il y avait quelque chose qui marche bien dans ce que tu fais, c'est que
Tu es assez optimiste pour les gens. Et je me rappelle d'un patron de centre. Il y avait plusieurs centres quand tu étais chez Darty. Et il y en avait un qui avait assez mauvaise réputation, dont on disait il était en fin de carrière, pas très motivé, etc. Au début, j'ai l'impression que tu t'en foutais vraiment de ce qu'on t'avait dit de ça. Et tu lui as donné beaucoup de confiance. Et on avait vraiment vu qu'il était passé de effectivement quelqu'un qui attendait la fin de carrière à quelqu'un qui s'est amusé pendant, maintenant j'imagine qu'il est à la retraite, mais qui s'est amusé pendant quelques années parce que justement on lui redonnait confiance. Donc, j'ai l'impression aussi, ça c'est quand même assez important pour avoir des bonnes surprises, d'arriver à adopter un regard très positif sur les gens et très enthousiaste ou très optimiste. C'est un peu toujours la même chose là-dessus, moi, je pense qu'il faut donner la chance aux gens, il faut leur faire confiance. Et après, dans les on-dit, dans le truc, etc., il y a toujours une partie qui est les gens eux-mêmes, et puis il y a une partie qui est leur management, leur contexte, leurs collègues, etc. Et c'est pas parce que quelqu'un a mauvaise presse qu'il est pas bon, c'est peut-être juste qu'il a des problèmes relationnels avec les gens qui ont bossé avec lui et tout. Donc, quand on prend une nouvelle équipe, quand on recrute quelqu'un, alors faut évidemment écouter ce que disent les gens, il faut évaluer les gens, mais il faut aussi laisser la chance aux gens de faire ce qu'ils ont envie, de dire ce qu'ils ont envie, etc. Puis après, si on n'est pas d'accord, il faut aussi agir, mais il faut aussi faire confiance aux gens sur le fait qu'ils ne puissent pas faire une mission ou pas, etc. Donc, faut assumer quand on est, je trouve, quand on est manager, ce choix de dire, si j'ai choisi cette personne pour faire cette mission-là, il faut que je lui fasse confiance. Et si je pense que je ne peux pas lui faire confiance, c'est que c'est pas la bonne personne. Ouais. Donc, soit on peut changer la mission, soit on peut changer la personne, mais il faut être je pense qu'il faut être assez lucide et pas faire de compromis sur ces sujets-là, parce que si on commence à avoir des doutes sur la capacité d'un de ses collaborateurs à réaliser les tâches qu'on lui a confiées, ou aller dans la direction à laquelle elle a confié et sa capacité à le mener à bien, il faut pas traîner, parce que le micromanagement, ça n'a jamais porté ses fruits. Et du coup, toi, tu es très franc avec les gens, justement, quand tu estimes qu'ils ont une limite, un truc qu'ils peuvent pas faire, c'est assez rapidement dans la relation que tu dis, écoute, ça pour le moment, je crois pas que t'es prêt. Enfin, comment toi, tu vas très direct là-dessus pour éviter d'avoir justement ces mauvaises compréhensions entre vous? Oui, j'ai plutôt tendance à dire, ce truc-là, c'est pas ton point fort. Ouais. Voilà. Et après, le fait qu'on soit tous d'accord là-dessus ou pas, des fois, puis après, ça permet de renforcer aussi les points faibles des gens, etc. Et après, oui, quand je pense que quelqu'un n'est pas à sa place, je pense que ça bouge assez vite. Voilà. Oui, mais au-delà de pas à sa place, tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui est à sa place sur 80% de son job et qui a une difficulté sur 20, et là, tu vas pas le bouger ou forcément. Mais c'est largement assez. Voilà, déjà à 60%, quelqu'un qui est à sa place sur 60% de son job, c'est que juste faut l'aider sur les 40%. Il faut qu'il ait conscience que les 40%, donc il a d'autres gens avec qui il peut travailler. Dans une grande boîte, il y a souvent beaucoup de ressources. Et après, avoir conscience de là où on est fort et là où on est moins fort, ça permet justement à la fois de s'entourer et de pas essayer de chercher à tout faire. Et après, le rôle du manager, c'est aussi, c'est d'aider, d'accompagner, faire grandir les gens sur des choses où ils sont pas très forts. Évidemment, il faut essayer, etc. Mais il faut juste que les gens en aient conscience et puis l'aider à combler par une équipe un peu différente qui comble les manques, par les défauts, par éventuellement des ressources externes. Comme je disais, dans les entreprises, il y a toujours beaucoup de monde. Donc, il y a toujours beaucoup d'intelligence et beaucoup de compétences. Donc, quand il y a un défaut sur un sujet, il n'y a pas de raison de ne pas trouver dans le reste de l'entreprise. De quoi combler le truc. Et je trouve que dans ce que tu dis, il y a du coup besoin d'être assez précis dans le choix de ce qu'on délègue à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, OK, je suis en train de déléguer à cette personne telle action, et on va bien délimiter l'action, justement, pour se rassurer. Tu disais, je suis inquiet comme tout le monde. Pour te rassurer, tu te dis, j'ai bien défini que cette personne, j'y crois qu'elle est capable de faire ça. Et je fais pas une espèce d'énorme package en serrant les fesses, croisant les doigts, quoi. Il y a un truc de précision dans ta délégation initiale. Je reviens à mon histoire de machine. Il faut que chacun ait son rôle là-dedans. Une organisation, c'est comme une machine. Chacun doit connaître sa place et doit savoir à quoi il sert. On fait toujours des montagnes sur la hiérarchie, etc. La hiérarchie, elle sert à faire en sorte que la machine fonctionne. Et donc, elle a un rôle dans le rouage, pas plus important ni moins important que les autres éléments. Parce qu'en fait, le rôle le plus important dans une organisation, c'est les gens qui font vraiment le service. C'est le technicien qui va chez le client, c'est le livreur qui livre l'appareil, c'est pas tous les chefs qui sont au-dessus, dont le job, c'est de faire fonctionner la machine. Donc, on voit bien que chacun a son rôle. Et c'est important qu'on ait conscience de ça. Donc, il n'y a pas cette notion de hiérarchie, de respect, etc. C'est quelque chose qui... Moi, j'estime que chacun doit jouer son rôle. Et mon équipe ou les gens qui travaillent avec moi attendent quelque chose de moi. Et moi, je dois le répondre à ça. Pour répondre ensuite à ta question, une fois que chacun sait
quel est son rôle dans l'organisation et que globalement ça colle, c'est-à-dire que une personne est capable et accepte de prendre ce rôle-là, il s'en sent les épaules, hein, on n'est pas tous faits, moi je suis pas fait pour être technicien, par exemple je sais pas faire. Une fois que chacun a ce truc-là, après oui, il faut faire confiance, et oui, la machine, elle va aller, elle va fonctionner, mais c'est plus ça, c'est la conscience du rôle dans l'organisation et de la direction dans laquelle on va, d'accord ? Ça c'est le rôle pareil du leader, de dire OK, là où on va tous ensemble, ou là où la machine doit aller, c'est par là. Voilà. Après, quand on va par là, on peut aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Tant qu'on n'est pas à contre-courant, on va à peu près dans la bonne direction. Une fois que tout le monde a ça en tête, on peut avancer dans cette direction-là. Et donc, c'est plus ça que déléguer des tâches ou donner des missions, etc. Il faut que, globalement, collectivement, tout le monde sache quel est son rôle dans le fonctionnement et que tout le monde connaisse la direction dans laquelle on essaye d'aller. Ouais, et ça peut se mettre en place. Hein. Moi, c'est un des trucs que j'ai appris avec toi. Alors, avec toi, en le faisant avec toi. Maintenant, j'utilise énormément cet exemple chez mes autres clients. Tu sais, quand on est consultant, on a des épisodes dans notre vie où on se dit « Ah oui, donc ça marche ». Et c'est justement dans ce sens-là qu'on avait fait quelque chose chez Darty. Je raconte un tout petit peu l'histoire. En gros, toutes les entreprises comme Darty, la Fnac et autres, elles sont presque obsédées parfois par ce qu'on appelle le NPS, c'est-à-dire par le retour des clients sur le service qu'ils reçoivent. Et donc, c'est un indicateur de niveau de service, quoi, on va dire. Pour faire simple, pour les gens sans rentrer dans le détail. Darty, à l'époque, demandait à ce que le NPS soit vachement bon, etc. Et moi, ça m'avait frappé, c'est que tu avais dit, bon, ben voilà, justement, le rôle des techniciens, c'est pas d'avoir un bon NPS, c'est de satisfaire le client, c'est de faire en sorte que ça se passe bien chez le client. Et du coup, à l'époque, on avait créé des groupes pour que entre eux ils parlent de ça et pour que entre eux ils décident. Par exemple, est-ce qu'on remplace la télé ou est-ce qu'on la répare, etc. Et je me rappelle que c'était justement en leur faisant confiance sur cette base de rôle et en leur faisant discuter entre eux, qu'il me semble qu'on avait vraiment eu un changement de comportement et où ils avaient vraiment compris, ah oui, on est responsable de ça. C'est parce qu'on avait déintellectualisé la chose en enlevant un peu le NPS, en disant c'est une résultante, on verra le résultat, mais en attendant c'est pas ça le sujet. Et il me semble qu'on avait beaucoup bougé là-dessus à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Il y a deux choses qui me semblent importantes là, dans ce que tu dis. C'est la mesure, l'objectif, le KPI, comme on dit, l'indicateur de performance, et l'action, qui sont deux choses qui sont distinctes. Et ensuite, il y a comment, dans ce cas précis-là du NPS, comment est-ce qu'on avait fait pour résoudre. On confond souvent, je trouve, moi, dans les organisations. En tout cas, on met l'indicateur de performance, la mesure, avant l'action. Et ça, c'est important de bien faire la différence. Le thermomètre, il indique la température. C'est pas en disant je veux monter la température qu'on va monter la température. Pour monter la température, il faut allumer le chauffage. Voilà. Et donc du coup, la question c'est est-ce qu'on se concentre plus sur le thermomètre ou est-ce qu'on se concentre plus sur faire fonctionner le chauffage. Et donc ça, c'est vraiment important de se dire et de prendre conscience de ça. En tout cas pour moi, de dire il faut d'abord travailler sur le chauffage avant de travailler sur le thermomètre. Et il se trouve que dans les grandes organisations, etc., on passe notre vie à discuter des thermomètres, etc. Et donc, très vite, l'attention, elle peut se porter plus sur le thermomètre que sur le chauffage. Donc ça, c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire quand on dit on veut améliorer le NPS, c'est pas en disant je veux améliorer le NPS, une espèce de mantra, je veux améliorer le NPS, qu'on l'améliore. Qu'on l'améliore, c'est en se posant la question de pourquoi il est pas bon, où est-ce qu'il pourrait progresser, quels sont les points, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions, que ce soit des décisions d'organisation, des décisions de process, de politique de service, développer de nouveaux services, arrêter des choses où le NPS est peut-être pas bon et donc du coup ça permet de trucs pour l'améliorer. Donc il faut regarder l'action, les décisions et ensuite mesurer l'impact. Des fois on va prendre des décisions qui vont aller dans le mauvais sens. Ok, c'était une mauvaise décision. Des fois on va prendre une décision qui va aller dans le bon sens. Du coup ça sera probablement une bonne décision. Donc là c'est le premier truc sur la séparation et ça c'est vrai pour les chiffres d'affaires. C'est vrai pour tout, absolument tout. Et se concentrer du coup sur la cause et pas sur l'indicateur. Qui a comme effet que les gens qui font le métier sur le terrain, je trouve que quand on fait ça, on réanoblit leur métier. Exactement. Parce qu'évidemment, le technicien qui vient réparer une machine à laver ou tout autre métier, en fait, il fait pas du NPS. En fait, lui, il vient chez madame quelque chose pour réparer sa machine à laver et donc ça réanoblit la relation, l'acte, etc., etc. Donc c'est un vrai effet, je trouve, de fierté de faire ça. Voilà, c'est vrai. Et puis, quand on se parle du NPS, c'est un indicateur de satisfaction client. Donc là, c'est très important
si on veut l'améliorer, de se concentrer sur qu'est-ce qui est important pour le client. Qu'est-ce qui est important pour le client dans le cas, par exemple, d'une panne, c'est que quand le technicien y vient, il arrive à résoudre le problème du premier coup et que quand le technicien s'en va, il n'est pas le truc. Et après, on peut avoir plein d'autres choses qui viennent en plus de la cerise sur le gâteau. Le technicien, il est sympa. Mais le fondamental, c'est ça. Et ça, si on le fait pas, on peut être aussi sympa qu'on veut. On n'arrivera pas à avoir des niveaux importants. Et en plus, on va faire passer le message, un peu ce que tu disais, pour un technicien qui lui, a conscience de ça. Parce que il est au contact tous les jours avec des clients. Il sait que c'est ça qui est important. Si on lui dit qu'il y a autre chose qui est plus important que ça, forcément, il va pas très bien comprendre ou le sens, on parle beaucoup de sens dans les métiers, etc. Le sens de son métier qui est de réparer, d'aller chez le client pour essayer de réparer le maximum d'appareils. Après, les moyens, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que il peut y avoir des moyens qui consistent à mieux préparer l'intervention du technicien en amont, boulot des centres d'appel, éviter certaines interventions parce qu'on peut faire beaucoup de choses par téléphone, en visio maintenant, etc. Donc, il y a tout un travail en amont. Quand le client il a oublié de brancher son sèche-cheveux. Voilà, ce qui arrive. Qui arrive souvent, j'imagine. Pas souvent. Peut-être pas le sèche-cheveux, mais ça doit arriver. Mais il y a des choses de ce genre-là. Il y a un sujet d'expertise. Technicien SAV, c'est un métier difficile. Pas difficile, en tout cas, complexe. Oui, technique, on peut pas faire ça demain matin, nous, c'est clair. C'est surtout un métier d'expérience. C'est-à-dire qu'on peut apprendre, on peut aller à l'école, on peut apprendre technicien, mais on devient un bon technicien au fur et à mesure des interventions, des cas qu'on reprend, etc. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est chez nous, on a la chance d'avoir une richesse avec des anciennetés différentes, des gens qui ont vu beaucoup de cas, des gens qui sont aujourd'hui en formation en alternance pour devenir nos techniciens de demain. Et donc, on peut utiliser ça. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette expérience des anciens ou des gens expérimentés au service des jeunes. Et ça a deux effets. Ça crée de la cohésion, ça valorise tout le monde. Et puis, ça crée de la satisfaction client parce que si, quand je suis chez le client et je sais pas quoi faire, je décroche mon téléphone et j'appelle un collègue qui a beaucoup plus d'expérience, qui va me dire, tiens, pense à ça, regarde ça, etc. Ça va forcément améliorer la performance de tout le monde. Mais pour ça, il faut créer du lien, et il faut que les gens se parlent, se connaissent, etc. Voir, s'apprécient un peu, se respectent en tout cas. Voilà, pour que ils pensent à s'appeler entre eux, en tout cas qu'ils n'aient pas peur de le faire. Une fois qu'on a analysé ça, parce que je reviens à mon truc, on analyse et on essaie de faire fonctionner la machine, la question, et c'est ce qu'on avait essayé de faire ensemble à l'époque, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des conditions qui permettent ça. Conditions qui permettent ça, c'est par exemple faire en sorte que les gens ils prennent un café ensemble le matin ou ils passent plus de temps ensemble le matin pour mieux se connaître et qu'ils passent pas juste dans une base technique, récupérer leurs pièces détachées et qu'ils partent tout de suite. Que la productivité soit pas une obsession, que ce soit quelque chose qu'on regarde, mais qu'on soit capable de prendre le temps d'avoir 20 minutes. Peut-être qu'on va faire une intervention de moins dans la journée, mais par contre, peut-être que toutes les interventions qu'on va faire seront meilleures parce que les gens auront la capacité à mieux réparer. On revient sur l'histoire de l'indicateur du fait que la productivité. La question, c'est qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on mesure le nombre d'appareils qui ont été réparés ou bien est-ce qu'on mesure le nombre de clients qu'on est allé voir dans la journée ? Les différences peuvent être très importantes. Et l'objectif, c'est pas d'augmenter le nombre de clients qu'on est allé voir dans la journée. Si on le fait mal, il va falloir y retourner. Voilà, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'appareils qu'on a réussi à réparer dans la journée. C'est très important. Je voudrais passer à un deuxième sujet. Je sais que tu sais que je vais aller sur ce sujet-là. Moi, je vais dans des dizaines d'entreprises de par mon métier et puis mes collègues aussi. Et ils ont un problème tous, c'est la gestion du temps. Et à chaque fois, ils me disent comment on fait. Et j'ai la tentation de t'inviter à chaque fois. Je le fais pas parce que je sais que tu as un métier par ailleurs. Et j'ai la tentation de t'inviter parce que j'ai l'impression, Régis, que tu es un des seuls managers que je connais qui arrive vraiment à ne pas être dans la frénésie permanente. Alors j'imagine que tu as des moments de gros coups de bourre où tu bosses comme un fou, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas ça ton mode de travail et que tu es plus cool que la moyenne des managers que je connais, notamment à ton niveau, c'est-à-dire des cadres dirigeants dans des grandes entreprises. Pour moi, ils sont tous fous et tu fais partie des rares qui sont pas fous. Comment tu fais ? Je sais pas, il faudrait peut-être que je consulte pour révéler le... Alors déjà, je me rends pas compte de ce que tu me dis là. Ça, déjà, faut que tout le monde, faut qu'on en ait bien conscience. Pour moi, c'est normal. Donc c'est difficile d'expliquer les raisons d'un truc qui est normal. Bon. Oui, mais tu vois, je t'ai envoyé 2 fois chez des clients récemment et tu te rends compte de la réaction qu'ils ont quand tu leur parles.
C'est-à-dire que tu vois bien qu'ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Je sais pas. Oui, en tout cas, chez L'Oréal, où tu as été il y a quelques mois, ils nous en parlent quelques mois après en disant c'est extraordinaire. Hein. Oui, mais ça fait partie des grands mystères. Alors vas-y, raconte cette histoire que tu trouves ordinaire, mais que tout le monde va trouver incroyable. Non, mais après, il y a une question déjà d'équipe. D'accord, je suis beaucoup plus stressé quand il manque des gens, par exemple, dans l'organisation, ou quand l'organisation est en cours de construction, ce qui arrive toujours à un moment donné dans sa carrière, hein, et du coup, il faut pallier, et on a beaucoup de choses à faire. Mais après, à partir du moment où on a mis les bonnes personnes à leur place et qu'on leur fait confiance, quelque part, on n'essaye pas de micromanager, etc. Et normalement, si on a construit l'organisation, elle doit couvrir l'ensemble des choses qu'il y a à faire. Quand on construit, quand on construit une voiture, on va pas oublier une roue pour que, voilà, donc on va bien mettre 4 roues ou 3 roues si elle a été conçue avec 3 roues. Donc l'organisation, si elle est bien conçue, si on a les bonnes personnes à leur place, normalement, elle doit fonctionner toute seule. On doit pouvoir partir, c'est toujours un objectif que je me fixe, on doit pouvoir partir 4 mois en vacances ou arrêter de travailler et sans qu'il y ait la moindre catastrophe. Et ça, c'est vraiment important. Alors c'est vrai pour la sérénité, mais au-delà de la sérénité, pensez à la stabilité des entreprises. Si une organisation, si vous partez pendant 1 mois et il y a une catastrophe, ça pose des questions, c'est-à-dire pour la sécurité même de l'entreprise. Donc ça nécessite de réfléchir, de concevoir l'organisation pour que ça fonctionne et d'avoir les personnes qui sont à l'aise sur leur périmètre pour que le truc il continue à fonctionner à tout moment. Et après, il y a peut-être une angoisse de beaucoup de gens, c'est de dire du coup je sers plus à rien. C'est pas vrai. Comme je disais, chaque personne dans l'organisation a un rôle. Et le rôle du manager, c'est de faire en sorte que tous les autres puissent bosser le plus sereinement possible et tranquillement et de lever finalement les obstacles qu'il pourrait y avoir sur la route. Obstacles qu'ils pourraient surmonter, mais ils seraient moins performants. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on n'est pas là, le truc, il fonctionne. Donc, pourquoi est-ce que quand tu es là, tu serais stressé? Après, il y a effectivement, il y a 2 choses. Il y a arriver à ce niveau-là, je veux dire, c'est un espèce de Graal qu'on n'atteint jamais en réalité. Parce que, le monde évolue, les attentes changent, les objectifs changent, les périmètres évoluent. Les gens bougent, les clients. Donc, en fait, tout ça est en perpétuel mouvement, c'est une matière en mouvement permanente. Donc, en fait, on a réellement toujours du travail, d'accord ? Ne serait-ce que pour réfléchir, quand on fixe la direction, une fois il faut réfléchir à la suite, il faut voir plus loin que le quotidien de l'organisation, etc. Parce que c'est ça qui va permettre d'anticiper les virages et les choses qu'on a devant nous. Donc, il y a quand même toujours du travail. Et des fois, on va avoir des gens dans ces équipes, des projets qui sont hyper importants, qui vont nécessiter beaucoup plus d'aide de notre part parce que à ce moment-là, il y en a besoin, etc. Mais il ne faut pas que ce soit la norme. Parce que si ça devient la norme, c'est que quelque part, il y a un défaut, je pense, dans la machine. Il manque un morceau à la machine. Et alors, les managers que moi je rencontre et qui donc sont très stressés, donc là je comprends, il y a un premier point sur la manière dont j'ai organisé mon équipe, la façon dont je leur fais confiance, et ensuite, une fois que ça fonctionne, j'ai du boulot, mais quand même moins parce que 80% des choses marchent toutes seules tout le temps. Donc voilà. Il y a un autre truc qui les stresse, c'est la profusion de réunions qui sont décidées par d'autres. J'imagine que chez Fnac Darty, il y a plein de réunions décidées par d'autres et que tu es censé y être. Et puis, il y a la pression de la hiérarchie en général, qui est directe ou indirecte, explicite ou implicite, mais qui est très importante. Et puis, il y a la pression qu'on se met à soi-même de la performance, du niveau de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis... Moi, j'ai l'impression que tu gères pas trop mal cette pression qui est au-delà de la pure efficacité de mon équipe. Comment tu te situes par rapport à ça? Comment tu te sens par rapport à cette pression? Il faut faire attention à bien utiliser son temps. Le temps, c'est le truc probablement le plus précieux qu'on a. D'ailleurs, on voit, on manque tous de temps. Et donc, la question, c'est sur toutes les heures, de travail, sur 50 heures ou 60 heures qu'on travaille dans la semaine. Parce que je travaille pas non plus, même si tu essayes de le faire croire, je travaille pas 30 heures dans la semaine. La question, c'est où est-ce qu'on l'affecte, où est-ce qu'on utilise ce temps pour avoir le maximum d'impact. C'est ça qui permet d'obtenir les résultats. C'est encore une fois, les résultats, la pression, etc., c'est le thermomètre, un peu ce qu'on racontait tout à l'heure. C'est pas l'action. Ce qui va faire en sorte qu'on atteint les résultats, c'est l'action. Et comme le temps est limité, il faut choisir là où on met le temps, où là le temps a le plus d'impact. Et ça suppose quel est le casting des réunions. C'est-à-dire, je suis invité à des réunions, mais je peux envoyer d'autres gens, parce que ça va avoir plus d'impact que eux y aillent que moi. Et parfois, ça a plus d'impact quand on ne va pas à une réunion que quand on y va. C'est aussi vrai d'une manière assez générale sur l'atteinte des résultats. Et en faisant, alors je ne sais pas si c'est de la chance, mais en faisant ce choix de consacrer le temps qu'on a, qui est précieux, à résoudre les problèmes, être sur le terrain, aider les gens
à faire en sorte que l'organisation s'améliore et atteigne les résultats. Finalement, c'est assez satisfaisant parce qu'on est dans l'action et on n'est pas dans l'action, c'est toujours plus apaisant en fait que l'attente et le regarder les chiffres tous les matins. Moi, je regarde jamais les chiffres tous les matins. Ce qui, dans la distribution, est rare. Oui, c'est rare, mais finalement, on est en train de regarder le passé et que le chiffre, je ne serais jamais satisfait. Je voudrais toujours qu'il soit meilleur. Donc en fait, j'ai pas besoin de le savoir pour mettre en place les actions pour qu'ils deviennent meilleurs, quelque part. Oui, c'est toujours le coût du chauffage, ça. C'est le coût exactement, c'est le coût du chauffage. Et de toute façon, je serais jamais satisfait du chiffre et j'en voudrais toujours. Je sais qu'il y a toujours une marge de progrès, donc ça sert à rien de le connaître puisque une fois par mois, est-ce qu'on a fait l'objectif du mois, est-ce qu'on a fait ci, est-ce qu'on a fait ça, c'est ça, ou une fois par semaine, on regarde pour pouvoir gérer au fil de l'eau aussi, parce qu'il y a des trucs très conjoncturels, en particulier dans la distribution. Mais passer du temps dans l'action, etc., parce que déjà c'est apaisant, c'est satisfaisant, parce qu'on fait des choses. Le fait de faire ça, puis d'encourager les gens dans ces équipes à faire plutôt ça, finalement on passe plus de temps à faire qu'à réfléchir, faire des PowerPoint, présenter, etc. Et du coup on a des résultats. Et du coup on a moins de pression. C'est un peu c'est un cercle vertueux. C'est un peu le cercle vertueux. Et puis on pourra pas se dire qu'on n'a pas fait tout ce qui était possible, nécessaire, indispensable, quand on n'a pas les résultats. Donc c'est aussi une certaine assurance quelque part par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres. Les autres peuvent très bien dire t'as pas fait assez, t'as machin, etc. Mais toi tu te dis voilà, j'ai fait du mieux que je peux. J'ai passé j'ai pas fait le mieux que je peux parce qu'on peut toujours progresser, mais j'ai passé tout le temps qui était à ma disposition ou que je pouvais utiliser ou que mon équipe pouvait utiliser pour résoudre, pour essayer d'atteindre l'objectif. Et après si on n'a pas réussi, il y a peut-être des gens qui auraient réussi. Mais en tout cas, on est plus serein vers soi-même et du coup, ça aussi, ça réduit le stress. Pour conclure cette discussion sur la délégation, il y a un autre truc que tu m'as appris et ça va amuser mes collègues de savoir que ça vient de toi. C'est cercle de préoccupation, cercle d'influence, un truc que tu avais utilisé dans un séminaire où j'étais là. Je me demande si j'ai animé ou si j'étais en train de prendre mes petites notes de management. Mais tu peux nous dire 2 mots de ce que c'est que ce petit outil qui est assez efficace et assez utile? Alors, je sais plus quel psychologue a inventé ça, mais si vous cherchez sur Internet, vous trouverez assez rapidement, donc ça vient pas de moi. Mais c'est quelque part c'est un outil qui dit, voilà, il y a tout ce qu'on entend, la radio, les guerres, le réchauffement climatique, etc. Tout ça, ça nous préoccupe, d'accord? Donc, ça occupe du temps. Ça occupe du temps de cerveau, et ce temps de cerveau, notre cerveau, il a un certain temps disponible, donc voilà, donc tout ça. Et puis, donc ça, c'est le cercle de préoccupation. C'est toutes les informations qui nous arrivent. Comme tu dis, la guerre en Ukraine me préoccupe. Préoccupe, bien sûr. Et c'est logique d'ailleurs. Il ne s'agit pas de l'enlever. Voilà. Et après, il y a le cercle d'influence. C'est ce sur quoi on peut agir. Donc il est plus petit, le cercle. Il est forcément plus petit. C'est une sous-partie du cercle d'influence. Et donc, une des clés, en fait, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur où est-ce qu'on consacre son temps. Une des clés de pas dire de la sérénité, mais en tout cas de l'efficacité, je trouve, c'est d'essayer de consacrer le maximum de temps au cercle d'influence, c'est-à-dire que notre intelligence, elle soit utilisée pour agir, pour travailler sur les choses sur lesquelles on peut avoir une action concrète, y compris si on est préoccupé par le climat, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour le climat. Mais donc dans la décision, dans l'action, et essayer de faire en sorte qu'on passe le moins de temps possible dans la préoccupation. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se faire, mais c'est vrai par le stress des résultats, le stress du management, ça peut être du cercle de préoccupation. Finalement, on parlait de NPS tout à l'heure, de satisfaction client. Les chiffres, ça fait partie de la préoccupation, et finalement, je peux pas trop agir sur les chiffres, mais je peux agir sur l'organisation, la formation des équipes. Là-dessus, je peux avoir une action concrète, et du coup, ça fait partie du cercle d'influence. Donc c'est ça. Moi, j'ai une image que j'utilise souvent pour expliquer ça, qui est très simple. C'est l'image de l'agriculteur, qui est évidemment soumis aux événements climatiques, ou météorologiques plutôt. Météorologique, il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud. Et évidemment, s'il passe son temps à se plaindre de la météo, il va pas réussir à cultiver son champ. Par contre, il peut agir par rapport à la météo pour tirer le meilleur des événements climatiques. Et c'est sûr que, oui, c'est normal qu'on se préoccupe de la météo et qu'on la regarde, et on peut pas faire autrement. Mais par contre, il faut essayer d'agir pour protéger ses plantes s'il va faire très froid, trouver les moyens d'éviter d'avoir toutes les conséquences de la météo, quoi. Oui, puis d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que on parlait de direction, dans quel sens on va, pour que l'organisation sache dans quelle direction on va. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour pas subir non plus le stress. C'est-à-dire que le cercle de préoccupation, il y a énormément de choses. Il y a énormément de KPI qu'il faut améliorer. Il y a énormément de projets qui viennent influencer. Il y a toutes ces réunions qu'il faut préparer. Qu'est-ce que je vais y dire, etc. Et après, à un moment donné, si on arrive à bien savoir dans quelle direction on va, là où on a le plus
on peut avoir le plus d'impact, qu'est-ce qui va faire en sorte que on va atteindre les résultats, il faut se concentrer là-dessus. Il faut pas multiplier, c'est donc pareil, il y a un truc très à la mode, c'est la charge mentale, etc. Pour diminuer la charge mentale, il faut choisir, et ça veut dire choisir, c'est renoncer au reste. Choisir là où on va mettre de l'énergie et mettre de l'action. Et donc toi, tu choisis souvent d'aider tes équipes à réussir. Exactement. C'est souvent ça ton choix. Ça, c'est effectivement mon principal, ta principale priorité. Principale priorité, et puis de les aider eux aussi à se concentrer sur les choses, choses importantes, justement pour pas qu'elles soient noyées et qu'elles aient elles-mêmes le maximum d'impact. Parce que ça, évidemment, ça se décline à tous les niveaux de l'organisation. Alors le dernier chapitre que je voulais aborder avec toi, il est un peu plus stratégique, parce que toi, tu as le goût de la stratégie d'entreprise, et c'est un sujet qui t'amuse et qui t'intéresse, et sur lequel d'ailleurs tu es souvent sollicité par tes chefs. Il se trouve que tu es dans une entreprise, Fnac Darty, qui a fait ces dernières années, moi ça m'intéresse, et je regarde à chaque fois que vous publiez des choses, un virage stratégique assez fort dont tu vas nous parler vers la réparabilité. Tu parlais de réchauffement climatique. Il me semble que Darty et la Fnac nous proposent quelque chose d'intéressant par rapport à la consommation. Tu vas nous en dire 2 mots de cette stratégie, mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui s'est passé et comment, c'est pas toi tout seul, mais comment tu as contribué à faire changer les choses chez Darty. Comment ça s'est passé, enfin chez Darty d'abord et Fnac Darty après. Comment ça s'est passé pour imposer ce sujet-là dans l'entreprise? Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de cette stratégie du groupe? Alors, 2 mots rapidement, c'est que on n'est pas une entreprise à mission, mais en tout cas, on s'est donné une mission qui est d'être engagé pour un choix éclairé et une consommation durable. Donc, on a cette notion de durabilité. Et ça se traduit notamment, en particulier, mais pas que, sur de mener toute une série d'actions pour allonger la durée de vie des produits. Et donc, si on tire le trait, vendre moins de produits. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre impact sur le climat, et en particulier nos émissions de CO2, elles sont à 98% liées aux produits qu'on vend, et que dans ces 98%-là, il y a plus de 50%, c'est 60 et 70% qui est lié à la fabrication des produits. Donc en fait, si on veut diminuer finalement notre empreinte carbone totale, la seule solution, c'est de finalement faire en sorte qu'on vende moins de produits. Donc un commerçant qui veut vendre moins. Voilà, vendre moins de produits et donc allonger la durée de vie des produits. Donc on s'est mis dans ce virage-là, sachant que c'est un virage, c'est pas une épingle à chemise, c'est-à-dire que c'est une direction, encore une fois, et que progressivement, il faut que le marché soit adapté. Et on a eu le parti pris de dire, on est leader aujourd'hui de la distribution sur nos métiers, en tout cas en France et en Europe, on a la capacité à influencer ou à influer sur la marche du marché, sur nos fournisseurs, etc. Et donc on a décidé, en tant que leader, d'assumer ce rôle-là, d'amorcer ce virage-là, et donc du coup de modifier les modèles économiques, par exemple en développant les services de réparation et en faisant un axe majeur de la stratégie d'entreprise. On a lancé un abonnement qui s'appelle Dartymax, qui est un abonnement à la réparation que vous pouvez réparer de manière illimitée. Et on voit bien que c'est un changement de modèle par rapport à des modèles de distribution. C'est quelque part je veux pas trop dire une nouvelle activité, parce que ça fait 50 ans que les techniciens réparent les produits et que c'est quelque part notre deuxième métier. Mais c'est une façon différente de le voir qui a été mis au cœur de la stratégie en termes de développement de modèle économique. Et puis, vous avez ça aussi, de la sélection des produits qu'on vend. On va essayer de vendre de choisir... mal noter les produits qui, par exemple, sont très peu réparables. Déréférencer les produits qui ne sont pas réparables, d'aider les pouvoirs publics à définir une réglementation sur la durée de vie des produits, les scores de durabilité, etc., etc. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est que, oui, je suis d'accord que Darty, notamment Darty, fait ça depuis très longtemps, mais il le fait pas pour cet objectif. Ça n'empêche qu'il le fait quand même. Le contrat de service que tout le monde connaît, c'est d'abord l'idée de dire on va vendre plus qu'un appareil, on va vendre un appareil et les services qui sont associés. Et c'est comme ça que Darty a fait sa renommée en France et continue d'être extrêmement respecté des Français pour cette raison. Mais c'est pas pour ça que vous l'avez fait. Et quand même, à la base, on veut vendre des produits. C'est-à-dire qu'on fait ça pour en vendre plus que boulanger ou que les autres distributeurs ou que les supermarchés. Je disais ça, un commerçant qui cherche à vendre moins, c'est quand même extraordinaire. On l'a vu avec Decathlon. Mais pour moi, vous êtes les 2 grands distributeurs français qui aujourd'hui ont une position un peu offensive sur « je cherche à vendre moins ». C'est pas une décision qui s'est prise un jour, il y a 5 ans ou 6 ans, brutale. C'est comment ça se passe dans une organisation pour faire changer les mentalités à ce point. Il y a quand même une étape, tu me disais la stratégie, c'est la conséquence des actions, presque plus qu'une décision initiale. Comment ça s'est passé, ça ? Alors, 2 choses. Déjà, on cherche pas à vendre moins. Faut faire attention avec ça. Non, aussi, mais c'est pour ça que précise-le pour que je comprenne. Parce que bien. Quelque part, alors il faudrait 1 heure rien que là-dessus pour parler de la stratégie, du pourquoi, du comment, mais
il y a aussi un parti pris qui est de dire que même si on est leader, il reste encore toute une partie du marché qu'on n'adresse pas, et on sait qu'avoir une stratégie de ce type-là, on va aller convaincre des consommateurs. Et donc, même si globalement en France, on va acheter moins de lave-linge, une plus grande proportion sera achetée chez vous. Une plus grande proportion sera achetée chez nous, et ça ne veut pas forcément dire que nous, on en vendra moins. Donc voilà, c'est pour ça que je veux juste préciser ça, parce que... En fait, on vend moins à un client donné. On vend moins à un client donné, exactement. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même important, parce qu'il y a des époques, quand on parle d'obsolescence programmée, c'est l'idée qu'on se fait qu'un distributeur et un fabricant veulent vendre plus au même client. C'est vrai. Et donc là, quand même, vous voulez vendre moins à un client donné. Voilà. Et globalement, la société actuelle et toute la société toute la distribution de la société de consommation, c'est un peu basé là-dessus. Donc effectivement, c'est pour ça que je disais que c'est quand même un virage. Oui, c'est un vrai virage. C'est pas une épingle à cheveux, mais c'est un vrai virage. Bon, après, comment est-ce qu'on en arrive là? Il faut déjà démystifier un peu la stratégie. C'est-à-dire qu'on pense que, enfin, en tout cas, et des fois, les entreprises font ça. C'est de dire, bon, bah, ok, on va mettre des consultants, le directeur général, des hauts cadres dirigeants dans une salle, ils vont définir la stratégie pour les 20 ans à venir. Pour les 20 ans à venir, voilà. Bon, en général, ça marche plus ou moins bien, et les stratégies qui sont finalement payantes, c'est pas forcément celles qui ont été conçues de cette manière-là. Les stratégies qui marchent bien sont souvent la consolidation de choses qui ont déjà été mises en place, qui fonctionnent, et en se disant, ok, comme ces choses-là marchent et qu'elles vont dans la bonne direction, comment est-ce qu'on fait pour les accélérer? Et donc cette stratégie-là, de virage vers la durabilité, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que faut pas croire qu'un jour on s'est réveillé en disant bon bah voilà, on va révolutionner le monde de la distribution, etc. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu pas mal d'initiatives. Effectivement, déjà on répare déjà des produits, donc c'est déjà notre premier métier, donc c'est quelque chose où on est bon. Vous savez le faire. Voilà, on sait le faire. On a eu peut-être un des faits initiateurs, c'était juste après la fusion. La fusion Fnac Darty, on s'est posé la question on a d'un côté le labo Fnac qui a quand même cette historique dans la culture collective et dans son mode de fonctionnement de conseil indépendant. Vous vous rappelez, c'est les livrets qu'on allait chercher à la Fnac pour vérifier, pour voir quelle était la meilleure chaîne IFI, la meilleure télé, etc. Et la Fnac mettait des étoiles avec un certain nombre de critères. C'est ça. C'est fait par le labo. C'est fait par le labo, qui est toujours une entité qui est complètement indépendante du commerce, etc. Et qui, du coup, note de manière complètement indépendante la qualité des produits. Et puis, d'un autre côté, on avait chez Darty le SAV, où on a quand même dans une position unique, un peu presque au monde, qui est de faire à la fois une activité de distribution et une activité de réparation. Pourquoi c'est unique? Déjà, il n'y a personne d'autre ou très peu d'entreprises qui font ça, qui ont ces deux pans-là au sein de la même entreprise. Et ça permet de faire des choses assez simples en apparence, mais que, à part Darty, très peu de gens savent faire, de dire, bah voilà, sur 100 produits de telles références qui ont été vendus, combien sont tombés en panne? D'accord, donc avoir cette information de fiabilité. Et certaines marques peuvent l'avoir, mais sur leurs produits à eux. Donc en fait, comparer par exemple les marques entre elles, bah, si on n'est pas multimarque, c'est forcément un distributeur, c'est très compliqué à faire. Donc on s'est posé la question de dire bah, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre d'un côté le SAV Darty et de l'autre côté cette indépendance du labo Fnac et en faire quelque chose un peu symbolique presque de cette fusion et qui montre que voilà, on prend le meilleur des deux mondes. Et en discutant, alors on en discutait avec mon équipe, c'était une idée qui traînait aussi qu'on avait déjà depuis plusieurs années chez Darty, mais qu'on n'était pas allé au bout parce qu'on n'avait pas trouvé le bon format pour y aller. Et en fait, on a ressorti ça et aussi parce que on s'est dit que voilà, on voulait quand même faire quelque chose pour la planète, pour le machin, et que ça, c'était finalement un peu à notre portée. Et on a fait en 2018 le premier baromètre du SAV. Donc là, on est né cette année, là en 2022, on est à la 5e édition. On a publié les résultats le 13 septembre. Et là, on est en 2018, c'était la toute première. Et on dit, ben voilà, on va pour la première fois rendre publiques ces informations-là. C'est-à-dire comme le fait le labo Fnac avec les étoiles, etc. On va dire voilà quelles sont les marques les plus fiables sur une quinzaine de catégories de produits. On va dire voilà les 3 marques qui sont vraiment les plus fiables. Qui tombent le moins en panne. Qui tombent le moins en panne dans chaque catégorie. Qui sont des informations que personne n'avait, même le marché n'avait pas. Donc ça c'est typique, cercle d'influence à fond les manettes. Vous aviez la possibilité d'influer sur telle donnée parce que vous aviez ces... on avait les données, donc on avait la possibilité de les rendre publiques. C'est intéressant parce que c'est un choix, de fait c'est un choix stratégique, enfin ce qui va s'avérer stratégique, mais au moment où vous le faites, c'est pas issu d'une grande discussion stratégique de consultants et de grands chefs. Non, c'est vraiment ok. On a la possibilité de faire ça. C'est cohérent parce que c'est machin. On a besoin de quelques marqueurs qui montrent que maintenant Fnac et Darty, c'est 2 enseignes qui fonctionnent ensemble. On peut faire ça. On en a parlé un petit peu en interne. Bon bah pourquoi pas. Essayons. Effectivement, c'est intéressant.
Et donc, on convoque la presse, etc. Le truc habituel, on fait un communiqué de presse, on présente les résultats, etc. Et le truc a un succès incroyable. Mais un succès incroyable auprès de la presse, parce qu'effectivement, c'est une information exclusive, mais surtout un succès incroyable en interne. C'est-à-dire que les salariés se disent « Ah ouais, on fait vraiment quelque chose de bien ». Voilà. C'est vraiment super. Ouais, on donne une info qui peut faire changer, les choses. Et du coup, il y a eu un engouement autour de ce sujet-là qui était très au-delà finalement des attentes qu'on avait tous. Et presque, je dirais presque plus par les collaborateurs de Fnac Darty que le grand public, même si ça a été très repris, etc. Et du coup, c'est après coup que vous vous rendez compte que vous avez pris un virage, en fait. C'est ça que tu disais, c'est que vous avez pris une décision, vous la prenez, elle a du succès, vous dites mais en fait on est en train de bouger plus que ce qu'on croyait, quoi. Non, pas vraiment. Pas tout de suite. Voilà. Donc après, le truc il fonctionne, on discute, etc. On se pose la question, ça a marché, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, etc. Et on prend d'autres positions comme ça. On vendait depuis des années des extensions de garantie de 5 ans. Puis on s'est dit, mais c'est quand même bizarre. D'un côté, on vend des extensions de garantie de 5 ans, puis d'un autre côté, on dit, les produits, il faut les garder 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on a réfléchi, etc. D'où cet abonnement à la réparation qui est d'Artirax. Il y a un autre truc qu'on a fait. Donc, le sujet était plutôt de dire, on vend des extensions de garantie de 5 ans, on en vend de moins en moins, par ailleurs. Pourquoi? Parce que les clients, ils veulent garder leurs appareils 10 ans, ils veulent pas le garder 5 ans. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Du coup, c'est un peu absurde la dépense 5 ans, je suis d'accord. Voilà, pour vendre des extensions de garantie de 10 ans, pour plein de raisons, ça fonctionne pas. Et donc, en tirant le fil, on arrive à ce truc en disant, OK, mais on pourrait faire un abonnement à la réparation illimitée qui favorise justement le fait que les gens puissent garder leur appareil pendant 10 ans. Mais voilà, on a lancé ce truc un peu révolutionnaire quand même pour nous, qui était le bascule d'un modèle par abonnement, mono-appareil, mais un multi-appareil, etc. Et pareil, on l'a lancé en 2019, donc un an après le baromètre, à l'occasion de la 2e édition du baromètre d'ailleurs. Et pareil, ce truc-là marche de manière assez incroyable. Et donc là, on se dit, il y a peut-être un truc. C'est-à-dire que, ce que je disais, la stratégie, c'est souvent prendre ce qui marche. Donc, par ailleurs, on est très bon en omnicanal, etc. On est très bon sur ces sujets-là. Et donc, on a fait un plan stratégique, Everyday, qui a dit, dont l'objectif, quelque part, c'était de prendre ces initiatives-là qui ont très bien marché et de se dire comment on peut accélérer sur ces sujets-là. Et la meilleure façon d'accélérer, c'est de dire, c'est le cœur de notre plan stratégique. Et ça permet de concentrer les énergies, les moyens de l'entreprise et les moyens du groupe sur ces sujets-là de durabilité. Et là, le virage est vraiment pris, du coup. Et là, le virage est vraiment pris. Mais il y a eu tout un travail à cette occasion-là de se poser la question de, OK, c'est quoi le modèle économique de demain? Est-ce que si on tire le fil de tout ça, est-ce que ça donne? Entre l'idée de dire, OK, c'est très séduisant d'aller dans cette direction-là, parce qu'on a des choses qui marchent, etc. Et comment est-ce qu'on en fait pour faire un plan stratégique qui, finalement, crée de la valeur pour les clients, pour les collaborateurs, pour les actionnaires, qui crée de l'emploi? Voilà, il y a eu quand même tout ce travail de maturation économique, etc., qui passe des idées, des initiatives qui créent de l'enthousiasme et qui fédèrent, en fait, au sein d'un groupe comme chez nous, à quelque chose qui devient stratégique. Et l'objectif, finalement, du plan stratégique, c'est d'amener l'entreprise là où on veut qu'elle aille, etc., et surtout d'allouer les moyens, du coup, sur les priorités stratégiques qui, pour nous, sont encore être meilleurs sur l'omnicanal, vendre des produits plus durables et développer les abonnements à la réparation, basculer vers un modèle d'opérateur. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et du coup, en résumé, si vous avez, vous, des sujets stratégiques, je suis assez d'accord pour dire, c'est pas la peine d'essayer d'avoir, à partir de rien, une espèce de décision incroyable, folle. Je trouve que ce qui est intéressant et à mon avis reproductible dans ce que vous avez fait chez Fnac Darty, c'est premier point, comment est-ce que je profite un maximum de mes atouts, des choses que je sais faire et si possible des choses que je suis seul ou presque à savoir faire. Et ensuite, effectivement, à chaque fois que quelque chose marche, je me pose la question de le renforcer et de le renforcer et de le renforcer. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait d'avoir pris ce virage et de l'avoir pris en 2018-2019, c'est-à-dire avant le mouvement que je ressens aujourd'hui dans la société et qui fait que vous avez quand même quelques années d'avance sur ces virages-là. Donc j'imagine qu'en plus, ça vous a donné de l'avance. Enfin, je sais pas comment vous en parlez en interne, mais moi, c'est mon sentiment de l'extérieur. Enfin, ça vous met au niveau des décathlons, qui sont des entreprises considérées comme ayant de l'avance sur le sujet. Oui, je pense qu'on est aujourd'hui leader sur ces sujets-là, de durabilité, de réparabilité en termes d'initiatives, et on est vu. Donc oui, on a de l'avance, on a l'intention de la garder d'ailleurs. C'est pas juste un habillage d'une stratégie, etc. C'est vraiment au cœur. Donc je donne souvent, c'est qu'aujourd'hui, nous, nos acheteurs, les gens qui achètent les produits, ils ont un objectif qui est presque aussi grand que la marge sur la durabilité des produits qu'ils achètent. Voilà. Sinon, ça va vous coûter une fortune en réparation.
Non, mais c'est ça que je trouve hyper intéressant. Voilà. C'est-à-dire, si vous achetez des produits de mauvaise qualité, vous allez peut-être faire de la marge au moment où vous allez vendre le produit, mais pour ceux qui ont la réparation illimitée, ils vont vous faire venir toutes les semaines. Ça, c'est pas bon pour votre modèle. Donc, je trouve intéressant que votre modèle repose sur l'idée qu'il faut vendre des bons produits et que après on pourrait dire ah bah ouais mais alors ils vont gagner plein d'argent s'ils ont vendu d'Artimax et très peu de réparations à faire. Oui, mais ça veut dire que vous avez vendu des meilleurs produits et que vous avez créé un système plus durable. C'est quand même Oui, tout à fait. une bonne chose. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est la puissance du fait que ce soit la stratégie. Mais si je refais un peu l'histoire et le fait qu'on y soit maintenant, on a commencé le premier baromètre du SAV, c'était en 2018, où on a commencé à essayer des choses là-dessus, et c'est de marquer des coûts. Pour l'instant, c'était un coût, c'était pas une stratégie. D'Artimax, c'est 2019. La présentation du plan stratégique, c'est 2021. Donc, c'est beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, ça reste 3 ans pour faire un mouvement de cette ampleur-là. Moi, je suis hyper impressionné par la capacité qu'on a chez Fnac Darty, justement, de changer autour de tout ça. Mais néanmoins, l'action précède la stratégie. C'est bien ça qu'il faut. Et que finalement, le fait que ça ait pu devenir stratégique, c'est un peu concomitant au Covid, aux préoccupations, etc. C'est-à-dire que faut pas croire non plus qu'en faisant des petites actions comme ça, sans regarder le marché, sans regarder la concurrence, ça peut devenir une stratégie. C'est une vision peut-être un peu naïve du truc, mais le fait d'avoir des axes, de faire des actions, de planter des graines, d'essayer des choses, voir si ça pousse. Après, ça peut nourrir une stratégie. Non, mais moi, je me mets à la place du dirigeant et des actionnaires. C'est quand même plus facile de prendre en 2021 une décision stratégique quand on a 3, 4, 5 actions qui nous prouvent que dans cette direction, on a un certain nombre d'effets, que ce soit sur les salariés, sur les clients et sur l'image de l'entreprise en général, que j'imagine, on aurait eu exactement le même plan avec exactement les mêmes actions, mais aucune n'est lancée. Enfin, moi, j'imagine le dirigeant, il se dit, mais ok, je comprends intellectuellement, mais putain, l'eau a l'air très très froide quand même. Ouais, et je trouve que c'est quand même, c'est pour ça que je t'interrogeais là-dessus, parce que je trouve que quand on veut faire pivoter des entreprises aussi complexes, aussi grandes que Fnac Darty, et puis il y en a des encore plus grandes, hein, je pense à nos grandes entreprises du CAC 40 en France, les L'Oréal, etc. C'est baser votre stratégie sur des choses sur lesquelles vous avez déjà fait des preuves, parce que ça va être beaucoup plus facile d'aller convaincre vos dirigeants. Sinon, c'est compliqué. Enfin, mettez-vous à leur place, c'est très compliqué. Quoi. Oui, c'est assez juste, et c'est pour ça, si on essaie d'aller encore plus en amont dans la construction, et on va revenir un peu à ce qu'on disait au début de notre discussion, c'est important d'encourager les équipes à faire des choses, à aller essayer des choses, et qui sont parfois, il ne faut pas aller à contre-courant, mais qui sont parfois en dehors des clous, et essayer des initiatives, aller dans son cercle d'influence, aller dans l'action, pour faire des choses, faire le baromètre, lancer Dartimax, etc. Parce que c'est en plantant si vous plantez 4 graines au même endroit, il y en a qui vont pousser plus vite que d'autres. Et donc, mais si vous plantez pas de graines, vous saurez pas qu'est-ce qui pousse plus vite, et vous pouvez choisir la mauvaise graine. Et donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut semer pour qu'ensuite on puisse récolter et définir une stratégie à partir de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Mais le point de départ, en tout cas, c'est une de mes convictions, le point de départ de ça, c'est d'essayer des choses, de faire des choses. Et c'est vrai à tous les niveaux, pour essayer d'aller dans une direction, ou en tout cas de tester des choses, pour qu'après, ce qui fonctionne puisse nourrir une stratégie. Ouais, et si vous vous dites, en écoutant Régis, oui, mais alors il a énormément de pouvoir parce qu'il a un grand poste, etc. Alors d'abord, ça n'a pas toujours été vrai, c'est-à-dire que tu as évolué ces dernières années et ton cercle d'influence s'est élargi ces dernières années, mais il était plus petit il y a quelques temps. Mais surtout, si vous êtes des managers de terrain, moi je pense que c'est justement l'opportunité de planter des graines dans votre cercle d'influence qui ont le mérite de coûter peu cher si elles poussent pas. Et c'est aussi ça qu'on a. Parfois, on se dit c'est forcément au grand patron de prendre les décisions. Faut bien comprendre que le patron de Fnac Darty, quand il prend une décision qui soit s'appliquer à tous ses magasins, c'est tout de suite une décision à plusieurs millions d'euros. Donc c'est extrêmement difficile de la prendre. C'est pour ça que ce que je trouve intéressant aussi, si vous êtes manager de terrain, je sais pas, directeur d'un magasin ou d'une petite usine, etc., plantez des graines à votre niveau, défendez-les auprès de vos chefs, parce que vous avez votre cercle d'influence il est plus petit, mais votre cercle les risques que vous prenez aussi, l'argent qu'on peut perdre avec ça aussi. Donc je trouve que c'est intéressant de se convaincre allez, je tente les choses dans mon territoire, et ça peut faire changer petit à petit les stratégies des entreprises. C'est vrai, il faut quelque chose que je crois beaucoup aussi, c'est que quand on regarde tout ce qu'on fait, moi, mon chef me demande des choses, je demande des choses à mes équipes, et du coup, il y a 3 catégories d'actions, en gros. La première, c'est ce que m'a demandé mon chef et que je fais. Ensuite, il y a ce que m'a demandé mon chef et que je fais pas. Puis ensuite, il y a ce qu'il m'a pas demandé et que je fais. Qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, ça arrive
de toute façon, on peut pas tout faire et on fait toujours des choses qu'on nous a pas demandé de faire. Mais une fois qu'on en a conscience, et ça rejoint aussi par exemple la confiance qu'on peut donner à ses équipes et le fait de savoir qu'elles sont aussi dans cette situation-là et qu'elles peuvent avoir conscience de ça, on en arrive dans son cercle d'influence. C'est-à-dire je peux choisir je m'autorise à choisir ce qu'il m'a demandé que je fais, ce qu'il m'a demandé que je fais pas et ce qu'il m'a pas demandé que je fais. Et ça c'est important parce que c'est ça qui permet d'aller aussi planter des graines en libérant par exemple du temps parce que je ne fais pas une partie de ce qu'il m'a demandé pour me concentrer sur parce que ce que j'ai choisi de faire qui m'a demandé ou choisi de faire et qui m'a pas demandé. Ouais. Et c'est là le libre arbitre et le fait qu'on n'ait pas des machines est extrêmement important parce que on va forcément en tant qu'individu avoir des domaines sur lesquels on va être meilleur que d'autres. C'est un peu ce qu'on disait aussi au début de la conversation. Le fait de passer mon temps disponible, mon énergie, mon cercle d'influence sur les choses où je sais que je vais réussir, où je sais que je suis meilleur, etc., qu'on me les ait demandé ou pas, si je pense que ça va dans la bonne direction, ça va me demander moins d'énergie et ça va me faire plus de succès et que du coup, voilà, c'est des choses qui, une fois qu'on en a conscience, je trouve que c'est plus facile à assumer. Sûrement, ouais. Et en tant que manager, le fait d'avoir conscience que ces équipes fonctionnent comme ça aussi et leur laisser peut-être un peu cette liberté-là, savoir qu'on a conscience qu'elles feront pas tout ce qu'on leur demande, c'est un peu difficile, hein, mais voilà, c'est quand même une réalité, fait que on arrive à gérer le stress et on arrive à planter ces graines finalement, qui sont en fait dans le domaine de c'est pas tout à fait ce qu'on m'a demandé, où j'ai essayé des choses un peu à côté. Ce que vient de raconter Régis, et on va peut-être après terminer là-dessus, mais je le dis notamment pour mes clients qui ont toujours envie de ne pas être des bons élèves et qui se demandent comment faire et qui opposent bons élèves avec cancre, etc. Pour moi, ce que vient de décrire Régis, c'est l'archétype de ce que c'est de ne pas être un bon élève. Un bon élève, c'est quelqu'un qui ne ferait toujours que ce qu'on lui a demandé, sans jamais refuser de faire quelque chose et sans jamais s'autoriser à faire quelque chose qu'on lui a pas demandé. C'est en se prenant conscience qu'on a les trois catégories et en s'autorisant à avoir un peu dans chaque catégorie qu'on sort du syndrome du bon élève, qui finalement n'est qu'un rouage assez faible finalement dans une organisation, pour avoir quelque chose où on met plus d'intelligence, où on va chercher plus l'intelligence des gens. Donc ceux qui regardent et qui se posent la question, voilà, pour moi c'est ça qu'il faut faire, et ça évite d'être en opposition systématique, parce que je crois pas que tu sois en opposition systématique avec tes chefs, t'as juste un tri que tu essayes de rationaliser et de rendre le plus intelligent possible, mais tu n'es pas tout le temps en train de te battre avec tes chefs. J'ai pas l'impression, en tout cas, et en fait, ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Ouais. Pareil, pour se battre contre un peu le micromanagement, etc., la réalité, c'est que à la fin, ce qu'on attend de nous, c'est de jouer notre rôle dans l'organisation, de délivrer le résultat qu'on attend de nous. Il y a peut-être un petit travail à faire, c'est quoi le vrai résultat qu'on attend de nous, d'accord ? Mais ce résultat-là, il y a toujours plein de façons de l'atteindre. Probablement que c'est le 80-20, c'est qu'en concentrant son énergie sur 20% des actions, de ce qu'on nous demande, on va pouvoir faire 80% du résultat. Donc, ça demande de la lucidité, de bien connaître son métier. C'est pour ça que avoir des gens, des talents et bien recrutés, etc., c'est vraiment important parce que c'est vraiment ce discernement-là qui va faire la différence. C'est où est-ce que je vais mettre le temps pour atteindre le résultat en y mettant probablement le moins d'efforts possible, quitte à faire l'impasse sur certaines choses, parce que ça va me permettre de mettre plus de temps sur d'autres choses, et puis d'atteindre le résultat en faisant des choses qu'on m'a pas demandé, mais qui contribuent à ce résultat et qui ont peut-être compensé finalement les 20% sur lesquels j'ai fait l'impasse. Et à la fin, si on a le résultat, je connais personne qui a eu des difficultés dans sa carrière quand il avait fait le résultat. Absolument. Bon, on a tourné pendant toute notre discussion autour de cette notion de thermomètre et de chauffage, et c'est encore là-dessus que tu conclus. Merci beaucoup Régis pour cet échange hyper riche. Donc c'est Régis Koenig. On doit pouvoir te retrouver sur LinkedIn pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton parcours et sur qui tu es. J'imagine que tu y es. Je suis sûr que tu y es. Je suis sur LinkedIn. Voilà. Oui. Et on te voit d'ailleurs. Régis publie des choses sur le service chez Fnac Darty, donc vous pourrez te voir parler de cette stratégie qui évolue année après année. Je sais que tu as fait pas mal de petites vidéos sur le sujet, des petites interviews, des podcasts. Donc vous pouvez en savoir plus sur Fnac Darty en suivant Régis. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Évidemment, vous avez des expériences où vous avez mis le chauffage plutôt que de regarder le thermomètre. Racontez-nous comment vous avez fait, racontez-nous comment vous avez impliqué vos équipes. Ça nous donnera plein de nouveaux exemples, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.